Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 18 août 2026 et notre cher ami Larry Wilkerson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. C'est-à-dire d'être avec vous, Nima. Je suis très heureux que vous ayez subi votre opération. Beaucoup de nos téléspectateurs prennent de vos nouvelles. Comment vous sentez-vous après cette opération, colonel? Pour l'instant, je suis rentré à 50%. Je me sens vraiment bien. Comme je viens de vous le dire, évidemment, je peux voir le moindre grain de poussière dans mon appartement. Je n'avais jamais réalisé que je vivais dans un endroit aussi sale. C'est incroyable tout ce que je peux voir maintenant. Je peux presque voir l'herbe pousser. C'est incroyable. Oui, très bien. Je vais vous montrer quelque chose qui ne va pas vous être très agréable. Oh, je suis sûr que vous faites toujours ça. Voici ce que Donald Trump a publié il y a quelques instants. Il n'y a aucune discussion ni conversation en cours ou prévue avec la République islamique d'Iran. Et le blocus naval reste pleinement en vigueur. Le détroit d'Ormuz est ouvert et fonctionne. Toutes les mines marines ont été retirées et détruites. Merci de votre attention. Et pour revenir à Donald Trump, aujourd'hui, il a publié quelque chose d'encore plus fort que ce qu'il disait dans ce message. Voici son autre publication. Ce matin, il dit que le détroit d'Ormuz est à nous et qu'il fait partie des États-Unis. Il veut l'annexer. Et voilà où en est Donald Trump actuellement. Nous avons appris hier qu'il a dit qu'il allait bombarder Oman. Oman, le pays. Cela signifie qu'il n'est pas satisfait de ce qui se passe entre l'Iran et Oman. Comment interprétez-vous ce qui se passe, Carl? Vous avez mentionné Pete Hegseth qui s'exprimait aujourd'hui. Remettez la première diapositive, s'il vous plaît. Oui. Le blocus naval reste pleinement en vigueur. Je dirais qu'il faut remplacer cela par le contrôle de l'Iran avec Oman sur le détroit d'Ormuz reste pleinement en vigueur. Le détroit d'Ormuz est ouvert et fonctionne. Il l'est tant que vous vous conformez au régime iranien et omanais. Toutes les mines marines ont été retirées ou détruites par explosion. Je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet. Merci de votre attention, et ainsi de suite. C'est exactement ce que faisait Pete Hegseth il y a quelques instants, en sa qualité de secrétaire à la guerre et à la défense. Il expliquait en détail que les missiles balistiques iraniens avaient tous disparu, que la capacité de l'Iran à produire de nouveaux missiles était inexistante, que l'Iran n'avait plus, en d'autres termes, aucune munition essentielle, et que le moral s'effondrait dans les forces des gardiens de la révolution islamique et dans l'ensemble de l'Iran. Il a continué à énumérer tout cela, et quand il a eu terminé, j'avais noté les grandes lignes de ce qu'il avait dit. Je suis revenu dessus, je l'ai relu, et je me suis dit, il décrit explicitement et avec exactitude la position des États-Unis d'Amérique, pas celle de l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Ça ne peut pas être une coïncidence. Il n'est pas si stupide que ça. Il expose au monde entier la situation des États-Unis. Et laissez-moi vous dire une chose, la plupart des gens dans le monde, au moins les 2/3, savent au fond, sinon dans le détail, que l'Iran est en train de gagner ce conflit. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il fait ça? Et pourquoi continue-t-il à protester avec autant de force que tout se déroule selon les règles de l'art? En réalité, on va apparemment en faire le 51e État. Tout se déroulerait selon les règles de l'art grâce à ce que les États-Unis ont fait, alors que la réalité est exactement l'inverse. C'est donc une campagne psychologique de tout premier ordre. Mais elle ne marchera sur aucun citoyen du monde, et encore moins sur un citoyen de la région. Qui sait que s'il est d'un côté de la rue, il voit à quel point ils encaissent les attaques iraniennes, et que s'il est de l'autre côté, il voit à quel point elles sont efficaces. Alors,
Pourquoi faire passer ce message? Et là, la réponse vous saute au visage, les élections de mi-mandat. Nous essayons désespérément de ressusciter une partie de la fanfaronnade de Trump, une partie de son incroyable personnage de maître de l'art de la négociation. C'est ce que nous essayons de faire. Tout comme Bibi Netanyahou essaie de faire ce qu'il fait en Israël. Convaincre. Même s'il doit défier Jared Kushner, défier le groupe qui finira par former son consortium à Gaza, même s'il doit défier ses propres adversaires, et il y en a quelques-uns à Jérusalem, s'il doit le faire, eh bien soit, parce qu'il va mentir pour se faire réélire. C'est ce qu'il pense faire. Et Trump pense qu'il va mentir pour réussir les élections de mi-mandat. C'est tout ce que je peux comprendre dans cette affaire. Tout cela vise un objectif de politique intérieure, même quand ça sort de la bouche de Hegseth. Ils ne comprennent probablement même pas l'ampleur de leur défaite dans le Golfe Persique, ni ce qu'ils font. Pourtant, il faut bien que Kaine et d'autres, les chefs des différentes armées, probablement certains commandants de zones de combat, leur aient donné une idée de la gravité de leur situation, surtout sur le plan militaire. Je ne parle même pas du plan financier et du reste, parce que c'est tout aussi draconien. Mais ils masquent tout. Ils font de la propagande. Ils nous refont le coup de Bibi, ils mentent et ils mentent encore. Et ils nous refont le coup de Karl Rove, qui a dit à plus d'une occasion, « Si je continue à mentir, les gens me croiront. Si je vous répète que quelque chose est vrai, même si c'est faux, encore et encore et encore, vous finirez par le croire. » C'est manifestement la philosophie qui les guide. Je ne peux pas l'expliquer autrement, parce que sinon, je devrais penser qu'ils sont tous complètement, totalement fous. Colonel, que prévoit-il concernant la poursuite du blocus? On dirait qu'avec l'Iran, finalement, quelque chose d'important va se produire à propos de ce blocus. Eh bien, regardons la logistique. D'abord, l'Iran a mené une action très stratégique dès le début, avec les premières frappes et tout le reste. Ils ont bien sûr poursuivi, en frappant encore plus profondément, mais ils ont détruit les yeux et les oreilles de l'armée américaine dans la région. Bahreïn est l'entité la plus touchée, complètement détruite à cet égard. Nous avons aussi dû évacuer presque tout le monde de Bahreïn dans la précipitation, parce que Marco Rubio n'avait prévu aucune disposition pour des opérations d'évacuation de non-combattants. Alors, qu'est-ce que cela a provoqué? Eh bien, cela a aussi détruit le seul endroit, il y en a d'autres, mais c'était l'endroit principal. Le Koweït en était un autre exemple. Mais pour les forces navales, Oman était le principal endroit où l'on allait se ravitailler et prendre le peu de repos et de détente, vous savez, de temps libre qu'on pouvait avoir. Ça ne durait peut-être pas plus d'une journée, une escale ou quoi que ce soit. Maintenant, ils doivent aller jusqu'à Diego Garcia, à 3500 km. C'est sacrément loin pour devoir faire des allers-retours. Ça explique pourquoi le Lincoln, par exemple, a tous ses problèmes de morale. Et le voyage de Bradley Cooper, ses allées et venues sur le pont d'envol, et tout le reste, ça ne change absolument rien. Et ses paroles non plus. Le Lincoln connaît d'importants problèmes. Des problèmes de morale, comme l'illustrent les suicides ou les tentatives de suicide, et des problèmes d'efficacité opérationnelle, parce qu'on ne peut pas maintenir l'un de ces porte-avions à ce niveau de préparation en mer pendant aussi longtemps, sans une dégradation majeure. Et c'est un miracle qu'on n'ait pas eu, et peut-être qu'on en a eu, parce qu'il le cacherait si c'était le cas, des problèmes de catapultes, des avions qui tombent du porte-avions ou des victimes à bord. C'est ce qui s'est passé au large du Vietnam pendant ma guerre, quand nous avons laissé des porte-avions en position pendant longtemps, en menant des opérations aériennes contre le Nord-Vietnam, et ainsi de suite. Nous avons eu des accidents catastrophiques, dont un particulièrement catastrophique.
J'attends simplement que cela arrive. J'espère que non. Mais c'est ce que nous sommes en train de provoquer sur ces porte-avions qui sont déployés depuis si longtemps. Donc je ne comprends pas comment... Enfin si, je comprends. Revenons un peu en arrière. Je comprends pourquoi Hegseth pense devoir mentir, pourquoi Trump doit mentir, pourquoi d'autres membres de l'administration le font, et Bessent ment effrontément sur l'état de l'économie. Ils doivent mentir parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Je ne comprends pas pourquoi l'armée continue de mentir. Bradley Cooper, d'accord, je vous l'accorde. C'est, vous savez, un sac de merde de cheval mensonger, au sens figuré. Mais les autres, comme Kane, les chefs d'état-major et ainsi de suite, pourquoi continuent-ils à suivre cette ligne? Et j'entends de plus en plus parler d'un possible recours aux armes nucléaires, parce que Trump devient désespéré. Des armes nucléaires contre l'Iran. Et quand j'entends ça, de la part de gens comme Colby et d'autres qui vont jusqu'à écrire là-dessus, alors je comprends à quel point ils sont désespérés. Et que va faire l'armée quand le commandant en chef se tournera vers elle et dira « Préparez une frappe nucléaire contre l'Iran » ? Est-ce qu'ils vont dire non? Est-ce qu'ils vont, comme ils l'ont fait jusqu'ici, suivre le mouvement? Que va-t-il se passer? Allons-nous avoir une guerre civile au sein de l'armée? Que va-t-il se passer? Parce que je vois Donald Trump et Bibi Netanyahou avancer inexorablement vers un point où tous les deux pourraient et même seraient capables d'utiliser des armes nucléaires. C'est une perspective effrayante. Depuis 1945, bien sûr, nous n'avons pas tué d'êtres humains avec des armes nucléaires. Et je pense que nous sommes au bord, au moins potentiellement, de recommencer. Et je ne parle pas seulement de l'Asie du Sud-Ouest. Je parle aussi de cette autre guerre que nous avons si dramatiquement mal gérée, la guerre en Ukraine. Je lisais hier un spécialiste de l'Asie, un homme bien, qui écrit aussi, en termes contemporains, sur l'Asie du Nord-Est et l'Asie de l'Est en général, sur l'Indonésie, par exemple. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Ukraine a aboyé et la Russie a réagi. Eh bien, le Japon a aboyé et la Chine a réagi. Et maintenant, si vous suivez l'actualité, le yen s'effondre et l'économie japonaise part à volo. Et tout ça parce que la Chine a réagi après que le Japon a aboyé et a imposé des droits de douane sur tout. Et le Japon ne peut pas encaisser ça. Il ne peut pas encaisser ça. Qui a fait aboyer les chiens? A demandé cet universitaire. Et puis, bien sûr, il répond lui-même à sa question, les États-Unis d'Amérique. Ce sont eux qui ont fait aboyer les chiens. Eh bien, Nima, j'étais présent. J'étais dans l'administration où nous avons commencé à dresser les chiens. Jens Stoltenberg, Mark Rutte, les dirigeants de la plupart des pays de l'OTAN, qui n'étaient pas encore à l'époque des pays de l'OTAN. J'étais là quand nous avons commencé à faire aboyer les chiens. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui dans ces deux conflits. Et le fait que les chiens aient aboyé, à la fois en Ukraine et au Japon, a créé de véritables problèmes importants avec tous nos alliés. Et la seule raison pour laquelle, à mon avis, le Japon et la Corée du Sud n'ont pas réagi en conséquence jusqu'à présent, c'est qu'en Corée du Sud, ils savent que nous avons laissé Kim Jong-un se doter de l'arme nucléaire. Et au Japon, ils s'en inquiètent simplement pour la forme. Bien sûr, à l'époque, ils étaient très inquiets que Kim ait obtenu l'arme nucléaire. Mais à ce moment-là, ils ont accepté de s'en tenir au statu quo. Après tout, il n'y avait nulle part où aller, pas sans se retrouver à découvert, du moins pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous remettiez de l'ordre chez vous en matière de sécurité nationale. Je pense qu'ils y réfléchissent tous les deux en ce moment. Et les commentaires de Donald Trump selon lesquels on pourrait peut-être simplement réduire notre présence dans la péninsule coréenne n'ont rien arrangé. Je pense que ces deux alliés, des alliés constants depuis longtemps,
envisagent d'abandonner le navire. Et cela ne me surprendrait pas du tout qu'ils le fassent, parce que je ne pense pas qu'on leur laissera beaucoup le choix si Donald Trump poursuit sur sa trajectoire actuelle, à la fois en Ukraine et en Asie du Sud-Ouest. Nous détruisons nos alliés. Nous détruisons tout ce qui les concerne. Et on a un type comme Elbridge Colby, je crois que c'est son nom, qui a écrit un article l'autre jour. En substance, il suggère fortement qu'il faudrait utiliser des armes nucléaires, mais il suggère aussi qu'on devrait se replier sur l'hémisphère occidental. Et les gens disaient « Ah bon, vous savez, c'est ce que Donald Trump voulait faire », et ainsi de suite. Mais on ne se replie pas, Nima, parce que Donald Trump le veut. On ne se replie pas parce qu'il a eu la tâche si facile au Venezuela. On ne se replie pas parce qu'il veut que Cuba devienne le 51e État. On ne se replie pas parce que le Groenland deviendra le 52e État. On ne se replie pour aucune de ces raisons. On se replie parce qu'on se fait laminer. Nous sommes en train de nous faire écraser par la puissance incroyable et la progression de l'initiative des nouvelles routes de la soie et du pays qui la porte, la Chine, désormais soutenue et épaulée par la Russie, l'Iran et les autres nations des BRICS+. Voilà pourquoi nous courons. Nous courons parce que nous n'avons pas le choix et nous prétendons revenir dans l'hémisphère occidental pour le dominer. Bonne chance avec ça. Bonne chance. Parce que cette puissance qui arrive de l'Est va même limiter votre capacité à le faire. Nous nous trompons donc tragiquement en ce moment. Je ne vois pas comment nous allons nous sortir de cette situation sur le plan intérieur comme international, sans démembrement, sans nous désintégrer d'une autre manière, ou sans que des conditions dramatiques ne se développent dans ce pays. Elles sont juste au coin de la rue. Dans un avenir très proche, nous allons être confrontés à d'énormes problèmes budgétaires. Des problèmes budgétaires dont seuls quelques-uns commencent vraiment à prendre conscience aujourd'hui, comme l'incroyable bulle sur le marché de l'IA et sur le marché des actions. Et plus grave encore, le marché obligataire et ce qui s'y passe. Sans parler de l'incroyable incapacité des personnes qui gèrent ce désastre budgétaire à élaborer un plan, ne serait-ce que pour mettre temporairement un doigt dans la brèche de la digue. Nous souffrons, Nima. Nous souffrons vraiment. Et à mesure que nous souffrons, à mesure que nous tombons de plus en plus malades, nous n'allons pas dominer notre hémisphère. Nous allons le contaminer. Tout ce que je peux dire au Brésil, c'est « tenez bon, du mieux que vous pouvez ». Mon colonel, que pensez-vous de ce que Donald Trump a fait hier, en attaquant la Corée du Sud après avoir retiré de son territoire des systèmes de défense aérienne pour les envoyer en Asie occidentale afin d'aider Israël? Tout cela fait partie de la même stratégie, Nima. Comme je viens de le dire, nous sommes en train de nous replier. Nous nous replions, tout en prétendant que ce n'est pas le cas. Nous prétendons que nous allons faire cette chose merveilleuse dans l'hémisphère occidental, que nous allons avoir un bastion ici, que personne ne pourra nous toucher et toutes ces autres conneries. Je suis désolé. Je suis désolé. Le monde change et il change de façon spectaculaire. Il change plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Je savais qu'il changeait. Je savais que je verrais peut-être les débuts de ce changement de mon vivant. Mais il est déjà là, et il arrive avec une force implacable. Le dernier développement en date, bien sûr, c'est le consortium que la Russie et la Chine ont formé afin de développer le passage du Nord-Ouest le plus probable. Autrement dit, ils vont développer ensemble 53% de l'Arctique qui borde le territoire russe. Et c'est aussi un vrai problème pour nous, parce que cette nouvelle frontière, si vous voulez, concerne à la fois ce qui se passe sous l'eau et au-dessus de l'eau, c'est-à-dire le passage de moyens maritimes et l'exploitation minière sous l'eau.
On prévoit que l'Arctique recèle toutes sortes de choses, des terres rares et j'en passe. Tout ce genre de ressources, en plus des ressources classiques comme le pétrole et le gaz, et la Russie va en avoir 53%, tandis que la Chine fera partie du consortium avec elle. Nous sommes en train de perdre, Nima. Nous perdons de manière spectaculaire. Et il y a ce sentiment diffus, au Pentagone en particulier, mais aussi dans l'ensemble du gouvernement. Même avec ces gens sans cervelle, au poste de secrétaire, ceux qui, dans les fonctions relevant encore de leurs attributions, font réellement quelque chose, savent qu'ils sont en train de perdre. Et ils ne savent pas comment gérer ça, quoi faire. Et ils ont un commandant en chef totalement incompétent qui leur donne des directives. Karl, vous avez peut-être vu, désolé de vous interrompre, hier, l'American Meteorological Society et la NOAA, l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, la NOAA avec laquelle j'ai travaillé pendant longtemps, il y a là-bas de très très bons scientifiques. La majeure partie de mon travail avec eux portait sur les océans. Ils ont tous les deux publié un rapport pire que le dernier rapport sur le climat que nous avons reçu de l'ONU. J'ai eu l'impression de lire les résultats, les scénarios les plus pessimistes, des simulations du Center for Naval Analysis que nous avions menées en 2006 et 2007, avec la participation d'une grande partie du monde. Et nous disions qu'en 2065, ce serait le pire scénario possible. Eh bien, nous voyons ce pire scénario commencer à se développer dès maintenant, dans des pays comme la France et l'Espagne, et dans l'ouest de ce pays, avec à la fois des pluies torrentielles et des sécheresses, des incendies de forêt. C'est incroyable. Nous constatons dès aujourd'hui une grande partie de ce que nous pensions commencer à voir 10 à 15 ans plus tard. Nous avons reçu un nouveau rapport de Syrie, indiquant qu'Israël a frappé certaines cibles en Syrie. Il semble que cela soit lié aux positions turques en Syrie. Des munitions ont été touchées parce que, comme on le voit sur les images, il y a des explosions secondaires. Cela signifie qu'ils ont frappé des installations logistiques en Syrie. Et l'autre point, c'est le récent pacte de défense entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. Nous avons eu deux interprétations différentes. L'une venait d'Anthony Blinken, qui citait un article de, vous savez, Fareed Zakaria. Il disait en substance que nous sommes en train de perdre et que ces pays trouvent leur voie en Asie occidentale. Il mettait en garde l'administration Trump. D'un autre côté, Donald Trump lui-même s'est exprimé hier. Il a dit « Je suis tout à fait d'accord avec ce nouveau. Je félicite ces pays pour ce nouvel accord qu'ils sont en train de conclure. Et nous savons à quel point ils ont des positions différentes. Ils ne sont pas du même côté en Syrie, par exemple. » Je dois juste aller courir une seconde, d'accord? D'accord. Ce médicament que je prends me fait des effets. Allez-y. 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 Oui, on va en parler, parce qu'il y a quelques instants, nous avons appris qu'Israël frappait des cibles en Syrie. C'est une question grave, parce qu'on voit deux camps, la Turquie et Israël, qui s'affrontent en Syrie. On sait à quel point c'est sérieux. Et quel est le rôle des États-Unis sous l'administration Trump? Donald Trump essaie de préserver, vous savez, sa meilleure relation avec la Turquie. Et il sait ce que le peuple turc, ou le gouvernement turc, sait ce qu'elle. C'est le problème de fond. Je pense que ce pacte militaire a une portée bien plus grande que ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Il ne s'agit pas seulement d'une interprétation unique contre Israël ou contre l'Iran ou toutes ces spéculations qui circulent. Et voilà que Karl revient. Désolé pour ça. Oui, pas de problème. Je pense, Karl, que nous voulons savoir quelle est la signification de ce pacte et ce qui se passe en Syrie. Nous savons que c'est un point de profond désaccord entre les deux parties, Israël et la Turquie, ainsi qu'entre les deux interprétations
aux États-Unis. Vous savez, depuis que j'ai lu ce sur quoi Jolani, Poutine et apparemment l'armée russe se sont mis d'accord concernant les installations russes sur la côte, l'aérodrome comme le port, je me demande ce qui se passe là-bas. Je ne peux pas prétendre savoir ce qui s'y passe. Je pourrais faire quelques suppositions, et je pense que, au milieu de ces suppositions, il faudrait placer Erdogan, même si je le trouve extrêmement imprévisible et rarement autre chose qu'un personnage duplice. En même temps, par exemple, il gagne de l'argent grâce à Bibi Netanyahou, tout en le condamnant. C'est probablement l'exemple le plus flagrant. Mais ce qui se passe en Syrie en ce moment ressemble à une sorte de rivalité. Ce n'est la priorité absolue d'aucun d'entre eux, mais ça pourrait le devenir à tout moment. Entre la Turquie, Israël, dans une certaine mesure le Liban, pris au milieu, et l'Iran. La question est de savoir qui, au bout du compte, verra soit du territoire syrien intégré au sien, Israël, soit au minimum une complicité syrienne avec ce qu'Israël veut faire en utilisant le sol syrien. Et j'avertirai Jolani sur ce point. Netanyahou, ou celui qui lui succédera, ne vous laissera pas tranquille. Donc quand vous vous couchez avec Israël, vous vous couchez avec une bête. Qu'ils ne comprennent pas cela, ça me dépasse un peu. Je pense qu'il le comprend. Alors je dois supposer, c'est une supposition éclairée, qu'il le fait pour gagner du temps. Et il doit aussi se méfier d'Erdogan, parce qu'Erdogan n'a pas réglé ses comptes, si vous voulez, avec les Kurdes, sauf peut-être au Kurdistan. Et cela s'est en quelque sorte imposé comme un fait accompli, parce que Bagdad a autant de difficultés avec eux que la Turquie. Tout cela implique donc, dans une certaine mesure, les Kurdes des trois pays. Tous les dirigeants gardent un œil attentif sur eux et sur ce que pourraient être, au bout du compte, leurs aspirations. L'Iran aussi, probablement, même s'il semble avoir plutôt bien géré la situation. Mais aller au-delà et prédire ce qui va se passer dans les relations entre la Syrie et la Russie, entre l'Iran et la Syrie, entre le Liban et la Syrie, Netanyahou aimerait beaucoup que Jolani le rejoigne pour consolider le contrôle de Netanyahou sur le Liban. Mais Jolani doit comprendre ça. Enfin, vous savez, le type est peut-être le président d'Al-Qaïda, mais il semble quand même avoir un cerveau. Donc il doit avoir de sérieux soupçons sur les motivations ultimes de Netanyahou. Et il ne faut pas aller bien loin pour les trouver. Les motivations ultimes de Netanyahou, c'est le territoire. Le territoire, le territoire. Écartez-vous de mon chemin. Je veux vous tuer si vous vous mettez en travers de ma route. Ce qui me ramène à Gaza, où nous sommes de nouveau en train de tuer des gens, de les tuer massivement. Enfin, pas aussi massivement que juste après le 7 octobre, mais ils tuent de nouveau des gens. Et je crois comprendre que Kushner était assis juste là et qu'il a dit quelque chose en ce sens à Netanyahou. Et Netanyahou a répondu, « Oui, je ne les tue pas encore assez vite. » Et j'imagine qu'il parlait de Jérusalem-Est et des zones plus au nord et de la Cisjordanie en général. Et personne ne dit rien. Vous avez probablement vu qu'hier, il a aussi tué tout un tas de gens au Liban. On m'a dit que parmi les quelques dizaines de personnes qu'il a tuées au Liban, une ou deux seulement étaient du Hezbollah. Tout le reste, c'était simplement des Libanais innocents. Donc apparemment, on y retourne. Et ils sont en mouvement, alors même que je vous parle. Alors qu'est-ce qui se passe avec Netanyahou? À part qu'il doit faire toutes ces choses draconiennes, pense-t-il, et il a peut-être raison, pour que les citoyens juifs d'Israël votent pour lui, plutôt que pour l'un de ses adversaires. Donc c'est de la politique intérieure. Et il doit, comme je l'ai déjà dit, appeler Trump le soir peut-être, et lui dire « Je dois faire ça, n'y prêtez pas attention. Je ne le pense pas vraiment, mais je dois le faire pour être réélu. » Ou alors, le salaud hypocrite qu'il est, il le fait, et il va continuer à le faire. Et Donald Trump peut aller se faire voir.
Et ce que je vois venir de tout ça, tout comme ce que je vois venir de Trump concernant l'Iran, tout comme ce que je vois venir de la Russie concernant l'Ukraine et peut-être d'autres endroits aussi, c'est qu'on envisage d'utiliser des armes nucléaires. Et je le vois de manière spectaculaire du côté de Bibi Netanyahou, parce que des gens me disent, pas seulement Alistair Crook, pas seulement certaines autres personnes qui rendent compte des conditions draconiennes en Israël, mais des gens sur le terrain, en Israël, me disent c'est une situation désespérée. Comment allons-nous nous en sortir? Et ils se disputent même entre eux sur la personne pour laquelle ils vont voter, parce qu'ils ne savent pas lequel des candidats pour qui ils peuvent voter serait le plus à même de les sortir du dilemme dans lequel ils se trouvent. Pendant ce temps, ils perdent des citoyens à un rythme qu'ils n'ont jamais connu auparavant. Il ne peut pas faire venir des immigrés aussi vite que les gens quittent Israël aujourd'hui, en particulier les citoyens juifs. Israël est en train de s'effondrer. Dans ce cas, je pense qu'Alistair a raison. Le pays est en train de s'effondrer. Il s'effondre sous les yeux de Bibi. Je lis des choses sur cette femme qui fait renaître l'héritage d'Yitzhak Rabin, si l'on peut dire. Vous connaissez probablement son nom. Son nom vient de m'échapper. Mais j'ai lu dans Haaretz un long article sur la manière dont elle allait parler à tout le monde. Et je me demande, alors que tout cela se déroule, comment elle fait? Parce qu'il est assez difficile de circuler là-bas maintenant, à la surface. Puis je découvre que cet article avait été écrit il y a longtemps sur ce qu'elle faisait. Alors je ne sais pas où va Israël, sinon toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas. Et Netanyahou va être le dirigeant de cette descente. Ce qui se passe lorsqu'il arrive au bout du rouleau, politiquement, personnellement, pour Israël, je ne sais pas. Mais je pense que l'endroit le plus probable pour un éventuel recours à une arme nucléaire, ce serait Bibi Netanyahou, parce que son rêve est en train de disparaître. Ça disparaît. Que l'on considère ou non la Syrie, la Jordanie et l'Irak comme faisant partie de ce rêve est vraiment sans importance pour l'instant, sauf à long terme, s'il réussit à atteindre cet objectif. Il veut se débarrasser de l'Iran. Il veut toujours se débarrasser de l'Iran. Et il doit entraîner l'Amérique dans cette tentative, qu'elle le veuille ou non. Et il y arrivera. Mais je ne trouve pas, Nima, je ne trouve pas les moyens militaires qui restent aux États-Unis, en Israël, qu'ils soient israéliens ou américains, pour faire cela, à moins d'utiliser des armes nucléaires. Voilà donc où j'en suis, après tous ces détours dans la région, à essayer de comprendre ce que chacun des dirigeants pense ou va faire. Ce que je vois, c'est que le dirigeant le plus important, et la chose la plus importante qu'il pourrait faire, compte tenu de la situation existentielle d'Israël, c'est d'utiliser des armes nucléaires. Colonel, l'emploi d'armes nucléaires et les conséquences qu'aurait l'utilisation de cette arme. D'une manière ou d'une autre, ils doivent prendre tout cela en compte. Il ne s'agit pas seulement de l'utiliser. Que se passerait-il ensuite? Au moment où ils utiliseraient cette arme nucléaire, quelle serait la réponse de l'Iran? Cette attaque forcerait-elle l'Iran à capituler? Est-ce qu'il riposterait? Quelle est votre analyse? Quelle est leur évaluation? À eux qui soutiennent que la bombe nucléaire va tout faire basculer en leur faveur. Bon, d'abord, prenons un peu de recul. Je vais mettre un instant ma casquette de militaire, puis celle d'historien. Et je vais vous dire que, aussi draconien et ignoble que cet acte ait été, et aussi inutile en réalité qu'il ait été, parce que la campagne sous-marine avait déjà mis le Japon à genoux, ces aristocrates en étaient réduits à manger des rats. Si vous regardez les conséquences d'Hiroshima et de Nagasaki, elles n'ont pas eu, en réalité, un effet militaire si important que ça. Beaucoup de gens sont morts, bien sûr, mais davantage de personnes sont mortes dans les bombardements incendiaires menés par Curtis LeMay que dans les 2 explosions nucléaires ou du fait de celles-ci. C'était un acte ignoble.
Il n'aurait pas dû être commis, mais il l'a été. Et on pourrait soutenir que Harry Truman n'avait pas été suffisamment informé pour comprendre ce qu'il faisait. Je ne veux pas m'engager sur ce terrain-là. Tout cela pour dire que nous ne savons pas. Mais nous savons, grâce aux essais et à d'autres événements qui se sont produits, y compris ces 2 explosions réelles sur de véritables êtres humains, que ce n'était pas du tout aussi grave que beaucoup de gens l'avaient dit. Maintenant, si l'on passe aux armes thermonucléaires, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mais qui parle d'utiliser des armes thermonucléaires? Il serait question d'utiliser les armes les moins puissantes des arsenaux nucléaires, tant en Israël qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que Poutine serait très prudent à l'idée d'utiliser aussi le bas de l'échelle, ce qu'on appelle parfois les armes nucléaires tactiques ou les armes nucléaires à faible puissance. Car là, je pense que nous laisserions, une fois encore, en 1945, c'est nous qui avons commencé, souvenez-vous, c'est nous qui avons commencé, une fois encore, nous laisserions le génie nucléaire sortir de sa bouteille, mais juste un peu, comme l'écrivent Elbridge Colby et d'autres. Juste un peu, juste assez pour faire basculer le cours de la guerre, si vous voulez, aussi bien en Ukraine qu'en Iran, ou avec Israël qui en utiliserait une. La question que je me pose en tant que personne ayant étudié l'histoire militaire avec un niveau de détail parfois infini, c'est que ça ne s'arrête jamais là. Là où cela s'arrête, c'est lorsque vous parvenez à obtenir, sous une forme ou une autre, au moins une forme reconnaissable de votre, entre guillemets, victoire, fin de citation. Ni en Ukraine, ni dans le face-à-face entre la Russie et l'OTAN, ou l'OTAN et la Russie, ni dans la combinaison des deux, ni en Asie du Sud-Ouest avec les États-Unis contre l'Iran, peut-être l'Iran contre le Golfe, d'abord Israël ou Israël contre l'Iran. Dans aucune de ces situations, je n'arrive à un dénouement réussi. Est-ce que j'arrive ne serait-ce qu'à une opération militaire réussie? Alors ma question en tant que militaire et en tant qu'homme, ayant été au plus haut niveau du pouvoir dans l'état de sécurité nationale qu'est aujourd'hui l'Amérique, ma question est la suivante. Et après? Je pense que, pour l'Iran, ce que nous avons vu de la part des Iraniens, c'est qu'ils ont frappé dans la zone de Dimona, en Israël, lors des derniers jours de la guerre. Pour moi, c'était une sorte de signal, du moins je le comprends ainsi. Ils ont adressé un avertissement aux États-Unis et à Israël. Ils peuvent atteindre cette cible-là. Mais il faut alors se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, frapper cette cible? Quelle est la qualité de leur renseignement pour viser avec précision? Quelle est la qualité de leur renseignement sur le terrain concernant les mouvements? Je veux dire, ils l'ont fait eux-mêmes. Vous vous souvenez de la grande et merveilleuse attaque menée par Donald Trump avec des B-2 et tout le reste contre les installations nucléaires iraniennes. Et maintenant, nous savons, je pense de façon assez convaincante, que la plus grande partie avait été déplacée. Donc même s'ils ont réduit le sol en gravats au bon endroit, ce qui est aussi douteux, mais même s'ils l'ont fait, ils n'ont pas obtenu grand-chose parce que l'Iran avait été prévenu à l'avance. N'importe qui aurait été prévenu à l'avance. Mon petit-enfant aurait été prévenu à l'avance de ça. Et ils l'ont déplacé. Ils ont déplacé les éléments les plus essentiels de leur programme nucléaire. Alors, est-ce qu'Israël l'a fait? Est-ce qu'Israël le ferait? Ont-ils des sites alternatifs? C'est un jeu vraiment risqué quand on commence à s'en prendre au stock nucléaire de son ennemi, pour ainsi dire. On ne sait pas exactement où il se trouve à un moment donné. On ne sait pas exactement comment le frapper à un moment donné, à moins d'avoir des renseignements humains absolument exceptionnels sur le terrain, avec une radio ou quelque chose, pour vous dire, c'est là qu'il est. C'est ça.
Et, au fait, il est en train de bouger là, et il va ici. Je pense que c'est très difficile à cibler. Les nouveaux rapports, Larry, sur les destructions causées par l'attaque américano-israélienne contre l'Iran circulent, d'une manière ou d'une autre, dans les médias persans. On les trouve partout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est stupéfiant, c'est que pas une seule ville de missiles, pas une seule ville souterraine, n'a été mise hors d'état de nuire, ni neutralisée. C'est pour ça que je n'arrivais pas à comprendre ce que disait Hegseth. À moins qu'il ait suivi hier un cours de psychologie inversée, peut-être. Je ne sais pas. Il décrivait avec une précision exquise l'état de sa propre armée et l'attribuait à l'Iran. Totalement anéanti. Totalement anéanti. Les missiles balistiques, tout, totalement anéanti. Il ne reste plus rien. Aucune capacité à se reconstituer. Aucune capacité, non, c'est lui qui l'a dit. Aucune base industrielle. Il décrivait les États-Unis d'Amérique, pas l'Iran. Je veux dire, peut-être que vous pensez que c'est la meilleure forme de guerre psychologique. Vous prenez vos propres pertes, votre propre défaite, votre propre situation lamentable, et vous la projetez sur votre ennemi. La CIA a dû lui apprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre, Nima. J'ai regardé ça 3 fois. Je voulais être sûr d'écouter vraiment Pete Hegseth. Bon, ça aurait pu être un bot d'IA, mais peu importe. On ne pourrait pas mieux décrire notre situation que lui a décrit la situation de l'Iran comme étant la leur. La question serait, je pense, quelles seraient ces cibles? Partons du principe qu'ils envisagent d'utiliser des armes nucléaires. Quelles sont les cibles? Pickaxe Mountain. Beaucoup de gens pensent que c'est impossible. Je pense qu'ils estiment que l'usage spectaculaire d'une arme nucléaire, et là je suis d'accord jusqu'à un certain point, l'usage spectaculaire d'une arme nucléaire, d'une seule, mettrait tout en suspens et arrêterait votre ennemi net en quelque sorte. Je pense qu'ils ont tort. Je pense que Poutine a tort s'agissant de frapper un pays de l'OTAN, même avec des Oreshnik, disons, et de détruire la partie de ce pays de l'OTAN, comme la Lituanie, qui coopère le plus avec l'OTAN, et probablement même avec l'Alliance au sens large, et qui accueille sans doute sur son territoire des moyens multinationaux, britanniques, français, allemands, et ainsi de suite. Poutine frapperait cette cible. Le ferait-il avec une arme nucléaire ou avec un Oreshnik? Je pense que c'est probablement la deuxième option. Mais le coup serait porté. Le coup serait porté malgré tout. Il frapperait un pays de l'OTAN avec une force dévastatrice et tuerait probablement beaucoup de gens tout en détruisant beaucoup de ressources parce qu'ils ne s'y attendraient pas. Je pense que ça aurait un effet de choc énorme au sein de l'OTAN. Franchement, je pense que Donald Trump n'y toucherait pas avec une perche de 3 mètres. Mais maintenant, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Cet homme est devenu le guerrier en chambre par excellence. Ses déclarations sur l'Iran, ses déclarations sur le fait d'en faire le 51e État, le détroit d'Ormuz et ainsi de suite, il est devenu le guerrier en chambre par excellence. Il adore les grandes rodomontades. Il aime le pouvoir qu'il affiche quand ses bombes tombent. C'est la seule façon dont je peux expliquer son attitude. Quant aux autres personnes de l'administration liées à l'appareil de sécurité nationale, je ne peux expliquer leur comportement autrement que par le fait que ce sont des courtisans, des pédants, des gens qui suivent le mouvement pour préserver leur position. Je ne vois pas d'autre explication. Besson, lui, est un idiot. C'est comme ça que je l'explique. Il cherche à justifier certaines choses qui nous arrivent en ce moment, alors qu'elles vont clairement à l'encontre de nos intérêts sur le plan budgétaire, en les présentant comme si c'était banal, vous voyez, comme si de rien n'était. Regardez le marché obligataire. Regardez le marché obligataire. Regardez la bulle qui se développe dans le secteur de l'IA.
Look at the bubble that's developing in the AI business. This is going to be a bigger collapse of the equities Ce market. sera un effondrement du marché des actions plus grave que tout ce qu'on a vu depuis 1932-33, voire même depuis le crash de 29. Regardez les États, And look at the mon states. propre Now the État, state of la Virginia. Virginie. Look at the states Regardez of les Texas. États. Look at the states that have Regardez le already put Texas. so much into Regardez les this États qui ont déjà phenomenon investi énormément dans that ce hasn't phénomène NIMA turned a profit et qui n'a pas encore yet. généré de bénéfices. Des Trillions milliers de dollars milliards de they haven't turned a dollars. profit yet. Et ils n'ont toujours They're pas doing généré de is bénéfices. trading those dollars Et ce between qu'ils one font, another c'est échanger cet argent entre eux pour donner l'impression qu'il y a des bénéfices par action. It's a C'est faux. it's a fake. It's C'est une énorme supercherie qui va s'effondrer. Et si toutes ces choses plus ou moins convergent et produisent leurs effets à peu près en même temps, j'hésite à dire où va ce pays. I hesitate to say where this country's going. Vous pensez que Donald Trump, Carl, s'il décide d'intensifier la guerre, le fera avant les élections de mi-mandat? Has to. He has to. He has to because have Il you le seen faut. his polls lately? Il le faut. Jeez. Parce que vous avez vu ces sondages récemment, ou même ceux du Parti républicain. Ils ne sont pas bons. Ils sont catastrophiques. Cela dit, chaque scrutin est un scrutin à part entière, et il a toutes sortes de moyens d'influer sur chacun d'eux. Depuis le département de la sécurité intérieure qui se présente devant vos urnes, vous savez, littéralement, jusqu'à déployer des forces de la garde nationale comme s'il se passait quelque chose. En ce moment, Washington en est inondé. Je ne le savais pas avant d'y aller tout à l'heure. Bon sang, ils sont partout à Washington. Ils sont partout, là maintenant. Des gens armés partout. Est-ce un signe avant-coureur? Est-ce un aperçu de ce qu'il va faire à mesure que les élections se rapprocheront? Je ne sais pas. S'il devient assez désespéré, si le Parti républicain devient assez désespéré, je sais ce qu'ils feront. Je sais comment Karl Rove a triché. Je sais aussi comment les démocrates ont triché. Mais voilà, donnant. Quand Rove était à la télé ce soir-là, et que le type de Fox News a attribué cet État, je crois que c'était l'Ohio, aux démocrates plutôt qu'aux républicains, si je me souviens bien. Je me trompe peut-être, mais c'était l'un des États clés. Rove s'est retourné et a dit « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » Il a dit ça parce que les républicains trichaient et qu'ils savaient qu'ils avaient verrouillé le résultat. Sauf qu'ils ne l'avaient pas verrouillé. Parce que les démocrates l'ont compris, ont triché en retour et ont mieux triché qu'eux. Et quiconque dit qu'on ne peut pas tricher dans ces élections fume vraiment de la mauvaise cam. Oui. Les sondages, Larry, que vous avez mentionnés, le plus récent montre que le taux d'approbation de Trump est tombé à 33%. J'ai vu 26%. Oui, Celui que j'ai vu, c'était Pew. Pew, je crois, était à 26%. et le taux de désapprobation monte à 52%. Oui. Et désormais, plus de 60% des personnes dans toutes les tranches d'âge désapprouvent cette guerre. Oui, Et on constate des taux de désapprobation assez élevés concernant notre relation avec Israël, y compris à propos de ces deux amendements au NDAA, les numéros 224 et 219, je crois. Il y a une opposition au sein de la population du pays contre ces amendements. Et il y a même une opposition en Israël. Haaretz a publié un article au cours des 48 dernières heures, j'ai oublié, peut-être hier ou avant-hier, qui indiquait qu'il y a une opposition en Israël. Ils ne veulent pas que leur armée soit à ce point connectée à l'armée américaine. Je ne sais pas quel pourcentage cela représente, mais cette opposition existe, et je ne les blâme pas. Moi non plus, je ne le voudrais pas. Quel État voudrait que son appareil de sécurité soit connecté à l'appareil de sécurité d'un autre État, surtout un État aussi changeant que le nôtre? Je donne davantage de crédit à Israël pour sa constance qu'à Washington.
Colonel, aujourd'hui, nous avons appris que le Yémen a de nouveau frappé la raffinerie de Jizan, en Arabie saoudite, et que les combats s'y poursuivent. Demain, une délégation conduite par le président du Parlement iranien, Ali Larijani, qui négocie avec les États-Unis, va se rendre en Irak en raison de ce qui s'est passé entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ils vont aussi en discuter. Attention, les Israéliens vont essayer de les assassiner. Ou nous le ferons ensemble. La tactique numéro 1 de Bibi Netanyahou, assassiner vos dirigeants, les dirigeants ennemis. C'est sa tactique numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange, colonel? En Irak, il s'agissait d'une attaque contre le bureau de Massoud Barzani, dans le nord de l'Irak, au Kurdistan irakien. Par la suite, le ministre iranien des Affaires étrangères a publié que nous les soutenions. Nous n'avons pas besoin de les attaquer. Qui que ce soit qui fasse cela, nous ne le soutenons pas. Nous n'y sommes pour rien. Et parce qu'ils ont dit que c'était l'Iran qui avait frappé son bureau dans le nord de l'Irak. Des Israéliens ou des Turcs, ou les deux. Des Ukrainiens loués aux Turcs, aux Israéliens, ou aux deux. Même si les Turcs sont restés très passifs, contrairement à leur attitude précédente concernant le Kurdistan, parce qu'ils semblent avoir trouvé un modus vivendi. Je pense qu'en réalité, ils reçoivent un pot de vin du gouvernement du Kurdistan, de Barzani, peu importe. Mais ça pourrait être en train de se défaire. Enfin, on ne peut pas faire confiance aux Kurdes plus loin qu'on ne peut cracher, et on ne peut pas davantage faire confiance à Erdogan. La politique de longue date de l'Iran, depuis Saddam Hussein, était de soutenir ces gens-là, et Barzani en particulier. Et ils les ont soutenus. Jusqu'au jour où il n'a plus besoin d'eux. Alors il les a gazés. Même pendant le mouvement de Daesh et de l'État islamique, quand ils ont essayé d'y aller, c'est Soleimani. Le général Soleimani était là et les aidait, en envoyant beaucoup d'armes, en les soutenant, pas pour les défendre. Donc, quoi qu'il arrive dans le nord de l'Irak, c'est différent de, vous savez, la base américaine, et ces groupes qui essayent de faire une sorte d'incursion depuis l'ouest de l'Iran. Ils faisaient partie de ces groupes. Mais le gouvernement iranien, il me semble, fait la distinction entre les différents mouvements au sein du Kurdistan irakien. Parce qu'ils ont énormément de renseignements, pour être honnête. Ils ont tout, vous savez. Ils contrôlent, vous savez, leurs services de renseignement sont très puissants. Je suppose que oui. Depuis quelque temps, je pense que les Ukrainiens ont des agents sur le terrain là-bas, parce que leur renseignement d'une telle précision ressemble à du renseignement humain. Même avec le système chinois, on ne peut voir qu'un nombre limité de choses. Vous savez, on peut en voir beaucoup et interpréter, mais pour obtenir le type de renseignement que les Iraniens semblent avoir aujourd'hui sur le Kurdistan, il faut avoir des agents sur place. Et ce serait logique. J'ai à quel point est-ce difficile d'infiltrer un agent au Kurdistan. Vous pensez, Karl, que la situation est en train d'évoluer, que l'Arabie saoudite devient plus logique, plus rationnelle, parce qu'au bout du compte, elle n'est pas si puissante que ça sur le plan militaire, et je ne comprends pas son comportement. Je pense qu'il faut comprendre, et l'ambassadeur Freeman est le mieux placé pour ça, parce qu'il a énormément d'expérience sur place, à quel point ces gouvernements sont fragiles, au fond. Ils sont factices, ce ne sont pas de vrais gouvernements. Ils ne bénéficient d'aucun soutien de la rue. Bahreïn a probablement été l'exemple le plus visible au fil du temps. Ce sont donc des gouvernements en papier mâché.
Il repose sur des émoluments versés à toutes sortes de gens qui font le travail et touchent ces allocations. Et je me souviens de Turki Al-Faisal disant « Si nous en avions davantage, les allocations engloutiraient le trésor. » Eh bien, la seule raison de faire ça, c'est que les autres, les membres de la famille royale, en reçoivent tellement. Mais c'est ce qu'ils sont, des États factices. Ce ne sont pas de vrais États, ce sont de faux États. Et ce ne sont certainement pas des nations, au sens de la définition d'une nation. Un peuple, bien ou mal dirigé, mais un peuple. Ce ne sont pas ça. Alors quelques petites piqûres suffiraient à les faire tomber complètement. Et ils le savent, ils le savent. À Riyad surtout, ils le savent. Mais on se demande ce qui suivrait. Parce qu'il n'y a là-bas ni histoire, ni coutume, ni héritage, ni pratique du gouvernement, en dehors du genre de régime draconien que proposent les familles royales. Et c'est à peu près vrai dans tous ces États. Alors, que se passerait-il s'il y avait un véritable, entre guillemets, printemps arabe, fin des guillemets, c'est-à-dire si les dirigeants s'effondraient tout simplement? Mon Dieu, ce serait probablement le chaos. Ce serait probablement le chaos. Et je ne sais pas ce que nous ferions. Je ne sais pas ce que qui que ce soit ferait. Mais Sykes-Picot est mort. Je crois que les Iraniens l'ont dit l'autre jour. Je crois que c'était une déclaration officielle, si je me souviens bien. Je crois que c'était les Iraniens. Sykes-Picot est mort. Autrement dit, l'Empire britannique a enfin reçu un pieu d'or en plein cœur. Ces frontières n'ont aucun sens à bien des égards. Ces États n'ont aucun sens à bien des égards. Et il y a en leur sein des gens qui sont là depuis suffisamment longtemps, des familles royales et leurs vassaux, qui le comprennent et qui sont morts de peur. Tout l'appareil va s'effondrer, de la mer Rouge jusqu'à la Jordanie incluse, puis en redescendant le long de la côte jusqu'à Oman. Le seul État qui pourrait survivre, parce qu'il a fait un travail assez correct avec sa population et dans sa relation avec elle, c'est Oman. Donc tout cela pourrait s'effondrer en un instant. Malgré les alliances, tout cela pourrait s'effondrer en un instant. Islamabad pourrait se retrouver là, à Riyad, à dire « Que pouvons-nous faire pour vous ?» Pendant ce temps, les États-Unis disparaissent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rentre chez nous. Il n'y a plus personne à soutenir. Oh, les gens sont dans les rues. Partons d'ici. Voilà à quel point ça pourrait devenir chaotique et dans un avenir pas si lointain. Et si l'Iran est contraint, par les choix stupides, idiots, insensés des États-Unis, de continuer à frapper, et les Houthis aussi, cela pourrait arriver bien plus vite. Mon colonel, que pensez-vous de cette initiative en faveur de la paix et du document en 15 points qu'ils ont publié? Et comme nous le savons, ils exercent des pressions. Hier, Jared Kushner a rencontré Benjamin Netanyahu et les Israéliens. Qui lui a dit d'aller se faire voir? Enfin, pas avec ces mots-là, mais en substance. Je ne pense pas que Kushner s'attendait à une autre réponse. Et je pense qu'il tapait probablement Bibi dans le dos pour l'avoir donné. Pas seulement parce que Bibi doit dire ça pour être réélu, mais parce qu'il le pense vraiment. Et Kushner le sait. Il sait que la campagne de meurtre va continuer jusqu'à ce que chaque Palestinien, partout près de l'État d'Israël, soit mort ou en fuite. Il le sait. Et il sait que c'est une mascarade. Tout ça est une mascarade. Peut-être qu'une fois qu'ils seront tous morts et qu'ils pourront utiliser leur sang et leurs os comme matériaux de béton, peut-être qu'alors il se passera quelque chose. Mais pas avant. Bibi ne sera pas satisfait tant que chaque Palestinien qui lui fait face ne sera pas mort, y compris ceux qui sont en Jordanie. D'abord, ils ont dit qu'il allait s'agir du désarmement du Hamas, concernant les armes lourdes. Ils ont dit que les armes lourdes allaient être, vous savez, celles qu'ils ont. À présent, le Times of Israel a rapporté qu'ils doivent remettre toutes leurs armes. Ça veut dire tout ce qu'ils possèdent.
It means everything they have to Yeah. Netanyahou insiste là-dessus. Il sait qu'ils ne s'y conformeront pas. Il sait que le Hamas ne s'y conformera pas. C'est pour ça qu'il insiste. Il présentera donc le Hamas comme celui qui fait obstruction et Kushner suivra le mouvement. Je dois y aller parce que j'ai cet autre. I gotta run because I got this other. Okay. Merci. Sorry. Désolé de perturber autant. No, no. Non, non, non. Thank you. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Prenez soin de vous.